On n'y pense pas forcément, mais est-ce que la forme de notre ville, ou même juste la largeur de notre rue, pourrait influencer notre humeur au quotidien? C'est une question intéressante, non? Parce que, en fait, chaque espace qu'on habite, que ce soit une place super animée ou un grand boulevard bien droit, tout ça c'est le résultat de siècles et de siècles de choix, de conflits et même de rêves. C'est une histoire qui est là, juste sous nos yeux, mais qu'on ne voit pas toujours. Alors justement, la question c'est ça. Pourquoi nos villes ont-elles cette tête-là? Et la réponse, croyez-moi, elle va bien au-delà de la simple architecture. C'est une véritable plongée dans notre histoire, dans nos peurs collectives et aussi dans nos plus grands espoirs pour, un monde meilleur. Pour bien comprendre, regardons ces deux exemples. D'un côté, on a une ville qui a poussé, un peu comme un arbre, de manière complètement organique. Ses rues suivent les collines, les vieux sentiers. De l'autre côté, c'est tout l'inverse. Une ville tracée à la règle, planifiée de A à Z. Et voilà, on a là la tension fondamentale, ce dialogue permanent entre l'ordre et, disons, le chaos qui a façonné nos villes depuis des milliers d'années. Allez, on va plonger un peu dans l'histoire de cette planification. Parce que cette idée d'aménager les villes, ce n'est pas nouveau du tout. C'est aussi vieux que la civilisation elle-même. Dès le début, les sociétés ont compris une chose cruciale. La façon dont on organise l'espace, ça a un impact énorme sur la vie de tout le monde. Imaginez un peu le scénario. On est à l'époque romaine, on est ingénieur. La mission, construire une ville en territoire conquis. La toute première chose à faire, c'est de dessiner une grille. Un damier parfait. Mais pourquoi? Eh bien, c'est super efficace, c'est plus facile à défendre, c'est simple pour se déplacer, et surtout, c'est un symbole de pouvoir, d'ordre, de contrôle. Et ce qui est fou, c'est que cette idée, elle n'est pas née à Rome. Non, non, elle remonte bien plus loin, jusqu'à la vallée de l'Indus, des millénaires avant. Mais voilà, l'Empire romain s'effondre, et avec lui, cette logique de la grille se perd complètement. Quand on regarde une cité médiévale, on voit tout de suite que les rues sont étroites, sinueuses. Ce n'est pas du tout un hasard. À l'époque, on ne pensait pas aux voitures, bien sûr. La priorité absolue, c'était la défense. Protéger la ville des envahisseurs. On créait des chicanes, des impasses. Le but n'était pas de fluidifier le trafic, mais de survivre. La sécurité avant tout. Allez, on fait un grand saut dans le temps en direction la Renaissance. Et là, c'est une toute autre ambiance. L'idée de la ville parfaite, de la cité idéale, elle renaît de ses cendres, avec une force incroyable. Les artistes, les architectes, tout le monde se met à imaginer des villes qui ne sont plus seulement fonctionnelles, mais qui sont belles, harmonieuses, bref, de véritables œuvres d'art. Prenez ce tableau de Raphaël, par exemple. Qu'est-ce qu'on ressent en le regardant? Une impression d'ordre, de calme, de perfection. Et le bâtiment, là au centre, ce n'est pas juste un décor, c'est le personnage principal de la scène. C'est vraiment l'incarnation de cet idéal. C'était une époque pleine d'optimisme, où l'on pensait sincèrement pouvoir créer un monde meilleur, juste avec de l'art et un bon design. Et attention, ce n'était pas que de la théorie, loin de là. On peut voir ces idées appliquées dans des villes comme Pienza, en Italie. Au XVe siècle, on a carrément réaménagé toute la ville pour qu'elle corresponde à ces idéaux de la Renaissance. C'est vraiment l'exemple parfait d'une ville pensée comme une œuvre d'art, où chaque rue, chaque place, chaque perspective est calculée pour inspirer l'harmonie. Ok, encore un saut dans le temps. On arrive au XXe siècle. Et là, c'est une époque de changements complètement radicaux. La révolution industrielle a transformé les villes en endroits souvent surpeuplés, insalubres. Face à ce chaos, beaucoup se sont dit qu'il fallait une nouvelle approche. Une approche beaucoup plus radicale. Et c'est là qu'arrivent les architectes modernistes, comme le célèbre Le Corbusier. Ils avaient une vision, disons, audacieuse. Leur but, créer des villes propres, efficaces, saines. Ils pensaient que la solution, c'était de séparer très clairement les différentes fonctions. Ici, on habite, là, on travaille, là-bas, on se divertit. L'idée, c'était d'offrir une vie meilleure à tout le monde, de libérer les gens de la saleté et de la congestion des vieilles villes. Et cette vision, elle a été mise en pratique à une échelle gigantesque, surtout après la Seconde Guerre mondiale. Partout dans le monde, on a reconstruit des villes entières sur ces principes. Et il faut le dire, à bien des égards, ça a été un succès. Les gens ont eu accès à des logements modernes, à l'eau courante, à de bien meilleures conditions d'hygiène. Mais il y avait un revers à la médaille. Le problème, c'est que dans cette quête d'ordre, efficacité, les modernistes ont un peu oublié quelque chose d'essentiel, les gens. Ils ont créé des villes magnifiques, oui, mais pour les voitures, pas vraiment pour les humains. Et le résultat, ça a souvent été un sentiment d'aliénation, d'isolement. Et forcément, ça a provoqué une réaction, une vraie rébellion même. Des voix ont commencé à s'élever pour remettre en question cette idée que les villes devaient être conçues par des experts, dans leur tour d'ivoire. Non, disait-elle, les villes doivent être façonnées par le bas, en partant avant tout des besoins des gens qui y vivent. Et l'une des voix les plus puissantes de ce mouvement, c'était celle de Jane Jacobs. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'était pas urbaniste de formation, c'était une écrivaine, une militante. Et elle disait une chose simple, les meilleures villes, ce sont celles qui sont créées par les gens qui y vivent.
Son idée la plus célèbre, c'est ce concept des yeux sur la rue. Pour bien comprendre, imaginez un grand ensemble typique. Des hautes tours entourées de grands espaces verts, souvent un peu vides. Le résultat, ça peut vite devenir un lieu qui semble dangereux, pas très accueillant. Et pourquoi ? Exactement parce qu'il n'y a pas ces fameux yeux sur la rue. Il n'y a personne qui regarde par la fenêtre de sa boutique, personne qui jette un œil depuis son balcon, et ça peut créer un terrain fertile pour l'insécurité et les problèmes sociaux. Alors, au final, qui a raison? L'idéal moderniste, tout en ordre et en efficacité, ou la vision de Jane Jacobs, avec une ville dense, vivante, parfois un peu chaotique? Eh bien, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de réponse simple. Les deux approches ont du bon et du moins bon. Le vrai défi aujourd'hui, c'est de réussir à prendre le meilleur des deux mondes. Bon, et maintenant, on fait quoi? Comment est-ce qu'on peut créer des villes qui soient à la fois bien organisées et vivantes, efficaces et humaines? C'est ça, tout le défi des urbanistes d'aujourd'hui. Ce graphique est super parlant. Il montre un lien direct, vraiment direct, entre la façon dont on conçoit nos villes et notre impact sur l'environnement. C'est simple, plus nos villes s'étalent, plus on consomme d'énergie. Plus on construit de manière compacte, moins on en utilise. C'est presque mathématique. Donc, si on veut un avenir plus durable, il faut absolument construire des villes plus intelligentes et plus denses. Ok, mais concrètement, on fait comment? Il existe des outils pour ça, comme ce qu'on appelle les Form-Based Codes. L'idée, c'est qu'au lieu de juste dire aux constructeurs « ici, vous mettez des maisons et là, des magasins », ces cadres se concentrent sur l'ambiance, la sensation de la rue. Ils vont donner des règles sur la hauteur des bâtiments, où mettre les portes d'entrée, s'il faut des arbres, tout ça pour garantir que la rue sera agréable et sûre pour les piétons. C'est une manière de retrouver l'échelle humaine qu'on avait un peu perdue. Mais en fait, le changement le plus important, il est peut-être culturel. Il s'agit de travailler avec les habitants pour créer une vision commune. Prenez un exemple comme la High Line à New York. Ce projet incroyable de parc suspendu, il a été porté par les gens du quartier, pas par la mairie au départ. Et c'est un succès mondial. Pourquoi ? Parce qu'il répondait à un vrai désir de la communauté. Au final, l'avenir de nos villes est entre nos mains. On a vraiment le pouvoir de créer des lieux plus durables, plus équitables et tout simplement plus beaux. L'histoire de l'urbanisme est loin d'être terminée. Alors la vraie question qu'on doit se poser, c'est quel rôle est-ce qu'on veut jouer dans l'écriture du prochain chapitre ? Il y a du boulot.